Donc merci d'avoir répondu présent à cette soirée qui prolonge et complète l'opération Genre Humaine et s'inscrit évidemment dans le cadre de la Semaine internationale des femmes. L'opération Genre Humaine est initiée depuis 4 ans par le lycée Jean de La Fontaine dans le cadre de la promotion de l'éducation à l'égalité des filles et des garçons et vise à transmettre cette culture à tous ceux qui construisent et construiront la société de demain. Cette manifestation, à travers le Festival du film scolaire, est organisée avec le cinéma-théâtre, l'ensemble du milieu associatif, la ville de Château-Thierry, le soutien de Madame le préfet de l'Aisne à travers la mission des droits des femmes et de l'égalité, celui de Madame le recteur d'académie, et évidemment celui du conseil régional de Picardie. Un lycée oblige. Genre Humaine concerne cette année, autant que vous le sachiez, au titre du festival scolaire du film, 1300 élèves de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur du bassin d'éducation et de formation Sud-Aisne. Le groupe de pilotage, puisque c'est un groupe de pilotage qui anime Genre Humaine depuis maintenant 3 ans, sachant que cette opération est née il y a maintenant 4 ans au total. Ce groupe de pilotage que j'anime a choisi cette année le thème qui nous réunit ce soir, Femmes et travail. Sortir des préjugés ou des lieux communs exige en la matière une information précise, caractérisée, je dis souvent opposable par conséquent, et surtout une sensibilisation permanente aux enjeux que travestit souvent la gestion quotidienne des ressources humaines dont chacun de nous peine, faute de temps, à mesurer toutes les implications. Le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre fixé par la Convention du 29 juin 2006 pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, professionnalise désormais la démarche et met en œuvre un certain nombre d'outils pour caractériser les enjeux de l'égalité. Un recueil statistique, je ne sais pas si nos invités qui sont des spécialistes l'ont déjà vu, qui est arrivé dans les établissements hier. C'est un fascicule qui est un recueil de statistiques qui permet d'appréhender le positionnement de l'orientation scolaire des jeunes filles dans notre pays. Donc c'est un recueil d'indicateurs statistiques qui pour la première fois est synthétisé et mis en œuvre, qui correspond à des enjeux qui a été définis dans la Convention de juin 2006 qui a été signé au ministère. Ce recueil est mis à disposition des élèves dès aujourd'hui dans les centres d'information et d'orientation ou dans les centres de ressources des établissements scolaires. C'est un recueil qui s'appelle « Filles et garçons à l'école sur le chemin de l'égalité ». Et ce recueil, effectivement, atteste et montre à quel point l'enjeu est important. Donc, je veux remercier chaleureusement nos 3 intervenantes d'avoir accepté d'éclairer nos pratiques par leur travail. Je concluais en disant, voilà, on ne pêche souvent, hélas, qu'en application. C'est ce que disait Blaise Pascal il y a déjà fort longtemps. Bon, j'espère en tout cas que vous serez contents de cette soirée. Ça nous permettra, à la limite, toute la convivialité nécessaire. Merci à tous, et puis je passe la parole à notre camarade du groupe de pilotage qui va animer le débat pour la soirée. Merci encore de votre présence. Bon, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Françoise Cartigny-Aymon et je suis responsable d'Amnesty International sur Château-Thierry et ses environs. Alors ma présence ici se justifie par le fait que Amnesty International a engagé une grande campagne d'information et d'action sur les discriminations faites aux femmes dans le monde, d'où ma présence. Donc je vais vous présenter nos 3 invités. Donc Madame Isabelle Puech, qui est à ma gauche. Oui, qui est là, pardon. Voilà, qui est à ma gauche aussi, et qui a fait une thèse de sociologie et qui aborde les inégalités sexuées dans le monde du travail. Bon, elle vous expliquera beaucoup plus largement son travail et ses réflexions. Ensuite, Madame Juliette Giuliamilla, qui est diplômée de sciences politiques, journaliste, et qui n'est plus journaliste, mais qui a été journaliste pour l'usine Nouvelle, c'est ça, et qui a rejoint en 2003 le Lab O, Observatoire des hommes et des organisations. C'est un groupe d'études et de travail d'ADECO, c'est ça. Et enfin, Madame Françoise Nallet, qui est déléguée générale de l'Union nationale des associations territoriales et de l'association Retravailler depuis 1998. Toutes les 3, donc vous vous exposez leurs travaux, chacune pendant 10 minutes à peu près. Chaque intervention sera précédée d'un très court film d'1 ou 2 minutes qui illustre leur champ de recherche. Ensuite, il y aura un échange entre la salle
et nos 3 invités. Ce que je vous demanderai, c'est de vous présenter et de présenter votre domaine de compétences pour qu'on puisse apprécier la richesse des entreprises sur le bassin de Château-Thierry. Et après cet échange, Monsieur le maire de Château-Thierry conclura par une petite intervention. Il y a des vraies avancées en ce qui concerne l'emploi des femmes en France. Les femmes françaises sont de plus en plus nombreuses à travailler et à avoir des enfants. Juste un chiffre, 80% d'entre elles sont actives aujourd'hui. Mais dans les pays du Sud, les taux d'emploi sont nettement plus bas, les taux de fécondité aussi. Sur la question des modes d'accueil, la France est dans une situation intermédiaire. À peu près la moitié de nos enfants de moins de 3 ans ont une structure d'accueil, mais on est loin d'un droit qui existe par exemple en Suède, où chaque enfant a un droit d'accueil dans une structure. Il y a une particularité française, une spécificité française en termes d'emploi, en termes d'articulation des temps. Globalement, la situation est assez favorable. En 30 ans, le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 49 ans a augmenté de 38%. Égalité, il faut juste le vouloir. Je suis sociologue et je fais partie d'un groupement de recherche européen qui s'appelle le MAGE. MAGE, ça signifie Marché du travail et genre en Europe. C'est donc un groupement de chercheurs dont Rachel Silveira, qu'on vient de voir d'ailleurs dans le clip, fait partie. Donc des chercheurs qui appartiennent à des disciplines très différentes, donc des sociologues, des historiens, des statisticiens, des économistes, des juristes également. Donc des univers disciplinaires assez différents, mais qui ont tous en commun, donc des chercheurs qui travaillent tous sur les inégalités entre les hommes et les femmes, en particulier sur le marché du travail. Donc, moi, mon rôle, je crois, ce soir, c'est de présenter très rapidement un panorama des inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Donc, pour cela, j'ai une petite dizaine de minutes, donc je vais faire rapide et puis bon, on développera ensuite au cours du débat les points qui vous intéressent peut-être davantage ou qui mériteraient d'être creusés. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 28 millions de personnes sur le marché du travail. Et sur ces 28 millions de personnes, près de la moitié sont des femmes. Plus précisément, 46% de la population active en France est composée de femmes. Alors, lorsqu'on regarde l'évolution au cours des dernières années, on constate depuis le début des années 60 une très forte accélération de la participation des femmes au marché du travail. Alors ça ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas actives avant les années 60, les femmes ont toujours travaillé, et elles n'ont pas uniquement travaillé d'ailleurs pendant les périodes de guerre quand leur mari était, je dirais, sur le front. Non, les femmes ont vraiment toujours travaillé, mais ce qui a changé à partir des années 60, c'est d'abord un accès massif des femmes au marché du travail. Pour vous donner 2 chiffres, au début des années 60, elles étaient à peu près 6 millions sur le marché du travail. Aujourd'hui, elles sont à peu près 13 millions. Donc la part des femmes sur le marché du travail a doublé. Ça, c'est le premier changement très important que l'on note au cours des 4 dernières décennies. Et l'autre changement très important que l'on observe au niveau de l'activité des femmes, c'est un changement dans leur comportement d'activité. Autrement dit, depuis les années 60, les femmes ont des trajectoires d'activité de plus en plus continues. C'est-à-dire qu'elles travaillent de plus en plus, y compris lorsqu'elles ont des enfants. Et le modèle d'activité dominant des femmes aujourd'hui, c'est pas le modèle du choix qui consisterait donc à choisir entre travailler ou avoir des enfants. C'est pas non plus celui de l'alternative qui consisterait à travailler puis à s'arrêter de travailler quand on a des enfants puis reprendre une activité à temps partiel. Non, aujourd'hui, le modèle dominant d'activité des femmes en France, c'est celui du cumul. C'est-à-dire qu'elles travaillent, y compris lorsqu'elles ont des enfants. Et quand on regarde les courbes d'activité des femmes, on voit bien qu'elles se rapprochent de plus en plus des courbes d'activité des hommes, dans la mesure où elles sont de plus en plus continues. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une deuxième transformation très importante. Alors, ces transformations, elles sont liées à une multitude de facteurs. Je vais pas tous les exposer ici, mais ce que l'on peut dire, c'est que la tertiarisation de l'économie, d'abord, a joué un rôle très important. L'activité des femmes a profité très largement de la création massive d'emplois dans le secteur tertiaire. Aujourd'hui, il y a à peu près 86%
30% des femmes en France qui travaillent dans le secteur tertiaire. Donc ça, c'est un premier facteur qui peut expliquer les évolutions dont je viens de vous parler. Et un deuxième facteur qui me paraît extrêmement important, c'est l'élévation du niveau d'éducation des filles. Aujourd'hui en France, et depuis quelques années maintenant d'ailleurs, les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, que ce soit dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement supérieur. Et à ce niveau-là, on note également depuis plusieurs années une tendance à la diversification des orientations scolaires. Autrement dit, les filles ne s'orientent plus systématiquement uniquement vers les filières littéraires, elles vont aussi de plus en plus souvent vers des filières scientifiques et techniques. Et c'est vrai que ces progrès en termes de niveau d'éducation et en termes de diversification des orientations scolaires ont permis aux femmes d'accéder de plus en plus à des postes à responsabilité dans l'entreprise, à des postes de cadre, à des emplois techniques, à des emplois qui autrefois étaient réservés aux hommes. Cela dit, dès la sortie du système éducatif, les filles valorisent moins bien que les garçons leur diplôme sur le marché du travail, et tout niveau de diplôme confondu, à la sortie du système éducatif, les garçons accèdent plus rapidement et plus durablement à l'emploi que les filles. Et ce phénomène de surchômage féminin va perdurer quel que soit le moment de la vie active. Et j'ajouterais que ce n'est pas un phénomène uniquement français, mais dans la plupart des pays d'Europe, on observe également ce phénomène de surchômage féminin. Alors malheureusement, la plus grande vulnérabilité des femmes face au chômage n'est pas la seule inégalité fortement incrustée sur le marché du travail. Aujourd'hui encore, il faut savoir que les salaires des femmes sont toujours inférieurs à ceux des hommes. On a un écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes qui est de l'ordre de 25%. Pourquoi ? Parce que d'abord, beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. À peu près 30% des femmes sur le marché du travail sont à temps partiel. Donc là, je n'ai pas le temps de développer, mais je veux tout de suite dire que le temps partiel, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un choix des femmes. Le temps partiel choisi, c'est un mythe. On pourra en reparler au cours du débat si vous le souhaitez. Donc c'est vrai que d'abord, cette forte proportion de femmes à temps partiel explique qu'elles ont des salaires partiels. Ça, c'est un des premiers facteurs qui peut expliquer les écarts de salaire que l'on observe aujourd'hui. Cela dit, même quand on compare uniquement les travailleurs à temps complet, on a un écart de salaire qui demeure, qui est moins important, mais qui existe toujours et qui s'explique essentiellement par le fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois. Il faut savoir en effet que l'activité des femmes se concentre dans un nombre très restreint de professions. Il y a à peu près 60% de l'emploi féminin qui se concentre dans uniquement 6 professions. Et cette concentration de l'activité féminine n'a pas évolué au fil du temps. Quand on regarde par exemple au début des années 80, on voit que c'est déjà dans ces 6 professions-là que la majorité de l'activité des femmes se concentrer. En fait, en France, on a soit des métiers à dominante masculine, donc dans la sphère industrielle essentiellement, soit des métiers à dominante féminine, donc dans la sphère des services, où la figure féminine type reste celle de l'employé. Or, qui dit féminisation d'une profession, dit souvent déni de qualification. C'est-à-dire que dans les emplois faiblement qualifiés occupés par les femmes, on va souvent considérer que les compétences mises en œuvre par les femmes dans ces emplois relèveraient de qualités qui seraient naturellement féminines. Ce qui veut dire qu'on ne va pas considérer ces compétences comme de véritables qualifications professionnelles. Donc concrètement, on ne va pas les rémunérer à leur juste valeur. Tout se passe comme si l'employeur importait dans l'entreprise des savoir-faire acquis par les femmes dans la sphère domestique. Donc par exemple, on attendra d'une secrétaire qu'elle soit patiente, qu'elle soit à l'écoute de son patron, qu'elle soit discrète. On attendra d'une ouvrière qu'elle fasse preuve de dextérité, de minutie, qu'elle s'accommode d'un travail répétitif sur un poste isolé, qu'elle fasse plusieurs choses à la fois, puisqu'elle est déjà habituée à faire ça dans la sphère domestique. Donc autant de qualités qu'on ne va pas considérer comme de véritables qualifications professionnelles, alors que les qualités que l'on va attendre des hommes dans les professions à dominante masculine, comme par exemple la force physique ou la capacité à commander, ou bien encore l'habileté technique, ces capacités-là
dites masculines vont, elles, au contraire, être compensées, je dirais, valorisées à la fois socialement et financièrement. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ce déni de qualification, on l'observe aussi dans les professions les plus qualifiées. Alors quand on regarde la nomenclature de l'INSEE, qui identifie à peu près 94 professions intellectuelles supérieures, sur ces 94 professions-là, seulement 9% sont occupées majoritairement par des femmes. Et ce que l'on voit dans ces professions, c'est que ce sont des professions qui mobilisent des compétences mobilisées par ailleurs dans les professions à dominante féminine les moins qualifiées. Donc, très concrètement, ce sont des professions qui se concentrent dans le domaine des soins, psychologues, psychanalystes, pharmaciens, où là on a vraiment très massivement des femmes. Dans le domaine de l'éducation également, les enseignantes, et puis dans le domaine, je dirais, des papiers, les bibliothécaires, les archivistes, etc. Donc, ça signifie très concrètement que même si le diplôme protège dans une certaine mesure du déni de qualification, on observe, y compris dans les emplois les plus qualifiés, une très forte hiérarchisation sexuée des tâches, des fonctions et des statuts. Autrement dit, même à l'intérieur des emplois les plus qualifiés, on va invoquer des qualités prétendument féminines pour confiner les femmes dans les segments professionnels les moins prestigieux, les moins visibles. Les femmes auraient par exemple moins de capacités à commander que leurs homologues masculins, mais par contre plus de capacités relationnelles, ce qui explique qu'on retrouve par exemple les femmes davantage dans les métiers de la communication ou dans les ressources humaines. Dans les métiers du droit, par exemple, où on a à peu près 46% de femmes, les femmes sont devenues majoritaires parmi les avocats, mais elles restent minoritaires dans les professions de notaire ou de conseiller juridique et fiscal. Et quand on regarde du côté des chefs d'entreprise, alors là, on a uniquement 15% des chefs d'entreprise qui sont des femmes. Donc pour conclure, je dirais que le marché du travail est marqué encore aujourd'hui par une très forte ségrégation professionnelle. Hommes et femmes ne sont pas concentrés dans les mêmes catégories d'emplois et la mixité des emplois, lorsqu'elle existe, est imparfaite. Imparfaite puisqu'elle ne veut pas dire égalité. Et aujourd'hui, même s'il y a désormais une part non négligeable de femmes parmi les pharmaciens, par exemple, ou parmi les magistrats, les fonctions à l'intérieur même des professions qui mélangent les genres sont sexuées. Parmi les médecins spécialistes, les cardiologues sont très massivement des hommes, les pédiatres des femmes. Donc il y a parité sur le marché du travail dans la mesure où il y a presque autant d'hommes que de femmes, mais cette parité ne va pas de pair ni avec la mixité des emplois, ni avec l'égalité. Bon, je vous remercie. Qui veut prendre la parole ensuite? C'est à vous. Alors, Madame Juliette Juamila. Et le petit spot avant. Travail temporaire, les femmes ont tendance à occuper tout le temps le même type d'emploi. À partir de ce constat-là, on a mis en place des actions pour faire en sorte d'ouvrir les critères de recrutement et permettre à des femmes de se positionner sur des postes sur lesquels elles ne pouvaient pas aller. Par exemple, on avait des personnes qui étaient manutentionnaires depuis de nombreuses années et qui ont pu travailler dans l'électronique et petit à petit se professionnaliser, se qualifier. Quand on va voir sur place si vraiment le poste est fermé aux femmes, on s'aperçoit que non. Donc c'est bien à nous de faire en sorte que les gens comprennent qu'à compétence égale, chance égale. L'emploi des femmes reste concentré dans une dizaine de familles professionnelles. C'est une priorité. Donc je ne savais pas ce que vous alliez mettre comme petit film. Donc je vois que là vous avez ciblé intérim. Donc c'est bien parce que ça permet de rappeler que le labo auquel j'appartiens, qui est en fait labo, en fait c'est l'Observatoire des hommes et des organisations. Donc le labo fait effectivement partie du groupe ADECO. Mais par contre, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, ADECO ne fait pas que de l'intérim et au contraire, est ouvert au placement, au CDI, etc. Donc, c'était ma petite introduction publicitaire. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait au labo par rapport au sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, le labo est un GIE d'études en ressources humaines qui intervient dans des entreprises plutôt en amont, quand une entreprise décide de travailler sur un sujet, et en l'occurrence là sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Nous, on est intervenus dans plusieurs entreprises pour les aider en amont, essayer de voir comment se posait la question de l'égalité chez elles. On se disait un petit peu intuitivement dès le départ que cette question de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes n'est sans doute pas la même dans les entreprises qui ont trop de femmes, typiquement comme Adecco. Il y a beaucoup de femmes chez Adecco, donc beaucoup de congés maternité tout le temps, etc. Et donc, ce n'est pas les mêmes problèmes à gérer que dans une entreprise comme Michelin ou Total ou dans le BTP où, en ce moment, ils nous font des pages entières de publicité dans les journaux pour nous expliquer qu'ils aiment les femmes, qu'ils veulent faire venir des femmes, etc. Eux, au contraire, ils manquent de femmes et donc, sans doute, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes ne se pose pas de la même manière dans ce premier type ou cet autre type d'entreprise. Donc, ces différentes entreprises qui nous ont sollicité pour qu'on travaille avec elles, on leur a donc dit on va vous aider en amont. Et l'idée, c'était, comme toujours au labo, de faire des études qualitatives, c'est-à-dire de rencontrer des salariés travaillant dans ces entreprises et pour voir, essayer de comprendre avec eux comment donc se posait la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que pour eux, ça pouvait bien vouloir dire, cette question, quels problèmes ils rencontraient en tant qu'hommes ou en tant que femmes. Et je dis effectivement tout de suite en tant qu'homme, parce qu'également, on a voulu, dès le départ, dans ces études, aller interroger des hommes aussi, en se disant, égalité homme-femme, c'est femme et homme. Je veux dire, une des raisons peut-être pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, c'est que le sujet, bien souvent, est encore perçu comme un sujet de femmes, la cause des femmes victimes. Alors, je ne veux pas dire que les femmes ne sont pas plus souvent... ne subissent pas plus souvent des inégalités que les hommes, mais continuer à vouloir faire s'affronter les femmes contre les hommes, qui est quand même une approche qui perdure, était à nos yeux peut-être pas la bonne pour que les choses avancent réellement. Et c'est pour ça, une fois encore, qu'on a dit aux entreprises, nous, on va interroger les femmes et les hommes. Alors, qu'est-ce que ces femmes et ces hommes que nous sommes allés voir dans de nombreuses entreprises, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté ? Il y a une chose tout de suite qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'il s'agit d'entreprises modernes, nouvelles technologies, télécom, ou d'entreprises de services, entreprises sur des métiers plus féminins, entre guillemets, ou d'entreprises, vieilles industries. Partout, paradoxalement, on entendait la même chose. On entendait à la fois des hommes et des femmes qui, sur la question de qu'est-ce que c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes, ils n'avaient pas grand-chose à dire. C'était pas un sujet pour eux, ça les inspirait pas tellement, et d'ailleurs les femmes n'étaient pas tellement revendicatrices, il n'y avait pas tellement de levée de bouclier de la part des femmes quant au sort qu'il aurait éventuellement fait dans les entreprises. En revanche, tous avaient des idées très précises sur qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et alors là, on rejoint beaucoup de choses que Isabelle Puech ont dites tout à l'heure, c'est que c'était vraiment frappant de voir comment, de façon récurrente, les hommes comme les femmes nous disaient une femme, c'est gentil, c'est doux, c'est attentif, c'est attentionné, c'est minutieux. Et puis une femme, de toute façon, c'est forcément une mère. Donc voilà, c'était quand même... Et c'était les hommes et les femmes qui nous disaient ça. Et par ailleurs, on avait les hommes, et les hommes et les femmes qui nous disaient, les hommes, ça a de la pointe, c'est dans la technique, c'est dans l'autorité, c'est dans la force, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très très fort qu'on a retrouvé une fois encore partout, dans tout type d'environnement. Et bon, alors à la fois, on pouvait se dire, puisque tout le monde dit ça, il n'y a pas de problème, quoi. Tout le monde est d'accord avec ce que sont les hommes et les femmes, et où est le problème ? Le problème, c'est que quand même, c'est bien à partir de ces représentations, donc femmes douces, sensibles, gentilles et quelque part fragiles, et hommes forts, avec de la poigne, de l'autorité, la technique, etc., qu'après, finalement, s'explique, entre guillemets, ou se justifie une répartition des rôles et des places entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Répartition des rôles qui, pour le coup, est quand même pas très égalitaire. On l'a vu tout à l'heure, je veux dire, dans la répartition des métiers, des fonctions, on retrouve quand même globalement toujours les hommes au sommet et les femmes en bas. On retrouve les femmes dans la communication, le marketing, et on retrouve pas tellement de femmes à la tête des entreprises, etc.
Donc, quand même, premier problème. Et puis, pour ce qui était des entreprises dans lesquelles on travaillait et qu'on accompagnait, ces entreprises qui avaient dit vouloir aboutir à des accords d'égalité professionnelle, décrocher peut-être le label égalité du ministère, ben, le problème, c'est que quand elles ouvraient ce chantier de l'égalité, elles partaient elles-mêmes avec ces représentations de femmes, on a vu comment elles étaient, et hommes, on a vu comment ils étaient. Et donc finalement, les mesures qu'elles allaient mettre en place, les accords auxquels elles allaient aboutir, même avec la meilleure volonté du monde, il y en avait beaucoup qui avaient vraiment la volonté d'avancer sur ce sujet, ben, elles avaient du mal à faire vraiment changer les choses et quelque part même, parfois, les accords qu'elles signaient allaient en remettre une couche, si je puis dire, dans cet ordre ancien, cette répartition des rôles et des fonctions anciennes entre les hommes et les femmes, puisqu'on retrouvait finalement toujours un grand volet maternité, protection de la maternité, accompagnement de la maternité, etc. Alors bien entendu, quand on est une future maman ou une jeune maman, on peut voir d'un très bon œil que votre entreprise signe un accord dans lequel il y ait un important volet de mesures concernant la maternité. Sauf qu'une fois encore, ça en remet une couche dans femme égale forcément mère. Et tout le monde le sait, une mère se doit d'être disponible auprès de ses enfants, sinon c'est qu'elle n'est pas une bonne mère. Et donc, si elle est disponible auprès de ses enfants, c'est qu'elle n'est pas disponible pour l'entreprise, et donc on comprend bien pourquoi finalement il y a un certain nombre de postes, de missions, etc., que tout naturellement on ne lui confiera pas, quoi. Autre chose qui était quand même assez gênante sur cette équation qu'on retrouvait tout le temps de femme égale mère, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne sont pas mères. Et notamment, il y a une des entreprises dans lesquelles on a travaillé qui était une entreprise de l'audiovisuel, pour ne pas la nommer plus que ça, dans laquelle, en réalité, il y avait un pourcentage très très important de femmes qui n'étaient pas mères. Et l'entreprise était prête, gros gens comme devant, ou je ne sais pas comment on dit, a signé un accord avec un énorme volet maternité. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même eu pratiquement les 3/4 des femmes salariées dans cette entreprise qui n'auraient pas été concernées par cet accord, voire qui auraient été stigmatisées, montrées du doigt, puisque quand même, finalement, ces femmes qui ne sont pas mères... En tout cas, à partir d'un certain âge, l'entreprise commence à les voir pas un très bon œil, et on se demande si c'est des vraies femmes, si c'est des femmes accomplies, si finalement elles n'ont pas des problèmes. Et on a vu à beaucoup de reprises à quel point justement le regard de l'entreprise sur la femme qui n'est pas mère basculait complètement, en gros autour de la quarantaine. Autant avant, elle était très appréciée parce que disponible comme un homme. Et à partir d'un certain âge, au contraire, là, elle basculait dans une catégorie plus inquiétante, en tout cas aux yeux de l'entreprise, et sa progression de carrière pouvait connaître une courbe qui, là, fléchissait assez rapidement. Donc, j'étais en train de vous expliquer que, puisqu'on avait ces représentations très classiques, très stéréotypées des femmes et des hommes dans les entreprises, c'était embêtant pour les accords d'égalité. Premièrement, parce qu'il y avait toujours ce volet maternité qui, certes, pouvait être utile, mais était quelque part à double tranchant. Et puis, il y avait un deuxième grand volet qu'on retrouvait tout le temps également, c'était, sinon, c'est permettre aux femmes de faire comme les hommes, faire les mêmes métiers que les hommes, grimper dans la hiérarchie comme les hommes, devenir des hommes, entre guillemets. Donc, une égalité entre les hommes et les femmes qui était toujours pensée dans un seul sens, avec un espèce de référent universel masculin. Et alors même que cette égalité-là, il y avait beaucoup de femmes qui n'en voulaient pas, parce qu'elles voyaient leurs collègues masculins, elles voyaient les sacrifices, le prix à payer, notamment en termes de vie personnelle, qu'ils étaient obligés donc, de payer pour faire ces carrières-là, pour avoir ces métiers-là, etc. Et il y avait beaucoup de femmes qui ne le souhaitaient pas. Donc, et d'autant plus, nous on a vu beaucoup, puisque je vous disais qu'on avait rencontré beaucoup d'hommes, on a été vraiment frappés de voir à quel point il y avait beaucoup d'hommes aussi qui, je veux dire, c'est des perspectives de carrière de plus en plus floues, je veux dire, où on sait aujourd'hui ce qu'on donne à l'entreprise en termes de temps de travail, d'énergie, ce que ça nous oblige de sacrifier en termes de vie personnelle. Toutes ces choses-là aussi, les hommes n'avaient plus envie, de moins en moins envie de jouer à ce jeu-là, et combien
il était courant dans les entreprises de savoir que les femmes étaient tiraillées entre leurs enfants, leur vie professionnelle, etc. Et nous, on a vu vraiment énormément d'hommes aujourd'hui tentés par une sorte de retrait, entre guillemets, en tout cas calculant les raisons qu'ils auraient de s'engager dans l'entreprise, sachant que donc la promesse de carrière est très très floue, que la perspective d'être licencié au bout de je ne sais pas combien d'années de loyaux service est quand même quelque chose d'assez probable. Donc voilà. Donc on voyait que finalement, une fois encore, ces accords, soit protéger la maternité, soit permettre aux femmes de devenir des hommes, ça risquait pas de rencontrer une adhésion extrêmement forte, que ça soit de la part des femmes, que ça soit de la part... Et puis les hommes, de toute façon, ne voyaient pas du tout en quoi ils pouvaient être concernés par ces accords. Au contraire, ils voyaient très bien les risques aussi, les risques si les femmes se mettaient à faire carrière comme eux, à avoir les mêmes métiers qu'eux. Il y en avait beaucoup qui, notamment dans les entreprises où il y avait, entre guillemets, trop de femmes, craignaient finalement pour leur poste, pour leur évolution de carrière, etc. Et donc, on était décidément dans une approche qui, continuant à être cause des femmes, un camp contre l'autre, alors que on s'apercevait bien que la catégorie des femmes, elle était en réalité très hétérogène, qu'il y avait certes des femmes qui tiraient leur épingle du jeu, quelques femmes alibi, 4 sup, mais bon, le gros des femmes, et on a évoqué tout à l'heure les femmes à temps partiel, pas tellement choisies. Donc on voyait la catégorie des femmes finalement très hétérogène, et puis des hommes qui ne voyaient pas du tout qu'est-ce qu'ils auraient à gagner dans cette affaire. Donc vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, les entreprises qui nous avaient sollicité pour des études, certaines d'entre elles commençaient à regretter un peu, parce qu'au début, elles s'étaient dit, ce sujet c'est assez facile, on va faire comme d'habitude, puis on va négocier avec les partenaires sociaux, et puis voilà, ça sera fini, quoi. Et puis nous, on était en train de leur dire, vous savez, c'est plus compliqué que ça, les hommes, les femmes, vous pouvez pas les ranger dans 2 catégories, et en fait, il y a toutes sortes d'hommes et toutes sortes de femmes, et puis en fait, vous croyez que c'est un petit sujet, mais en réalité, vous touchez, et puis tout s'écroule. Donc certaines étaient un petit peu embêtées de ce qu'on leur racontait, mais en même temps, on leur disait tout s'écroule, ou alors tout ou une partie peut se tenir, parce qu'en fait, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, entreprise, mais la gestion des ressources humaines que vous avez mis en place, les règles de gestion des ressources humaines, pour certaines très contraignantes ou pour certaines parfois absentes, cette gestion des ressources humaines a à voir avec l'égalité homme-femme et va avoir des effets sur des rapports plus ou moins égalitaires entre les hommes et les femmes. Je m'explique. On leur disait par exemple, on est frappé de voir à quel point, même dans les entreprises où il y a beaucoup de femmes, la gestion des congés de maternité est quelque chose qui reste quand même globalement assez bricolé. Je veux dire, une femme... ce qui fait que du coup, quand une femme tombe enceinte, son manager direct, son hiérarchique, vraiment, c'est un problème qui lui tombe sur le dos parce qu'il se demande comment il va la remplacer, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va retomber sur le reste de l'équipe, Et donc, ce bricolage qui se répète finit par faire que la maternité devient vraiment un problème de bonne femme, excusez-moi l'expression, et participe du fait que, décidément, on n'a pas envie de mettre les femmes à tel ou tel type de poste parce qu'il y a le risque qu'elles tombent enceintes et qu'elles nous lâchent. Voilà. Et là, nous, on disait aux entreprises, écoutez, quand même, la maternité, c'est a priori une absence qui s'anticipe, ça peut peut-être se gérer, quoi. Donc, on leur disait, là, absence de règles de gestion des ressources humaines, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez remédier. Il y a d'autres endroits où on leur disait au contraire, vous avez des règles de gestion, des principes qui sont aujourd'hui trop rigides et qui quelque part à chaque fois éliminent quasiment automatiquement, comme par hasard, un peu tout le temps les femmes. Notamment pour tout ce qui va être progression de carrière, il y a quand même encore beaucoup d'entreprises où pour progresser, il faut être passé par de la mobilité hiérarchique, il faut être passé par des postes très gourmands en temps, etc. Des postes qui, quand même, restent pas toujours évidents à occuper pour les femmes, même si dans la double carrière, il y a de plus en plus d'arbitrage, et on voit des hommes aujourd'hui parfois accepter de mettre leur carrière un peu en sourdine pour que leurs femmes, à un moment, prennent un beau poste.
globalement, c'est quand même plutôt les femmes qui sacrifient leur vie professionnelle pour celle de leur mari. Et donc, bon, ben, quand pour grimper dans la hiérarchie, il faut aller un coup à je ne sais pas où, à Hong Kong, à Limoges, je ne sais pas. Mais bon, c'était des mécanismes qui, là, pour le coup, à chaque fois, éliminaient un certain nombre de femmes. Et donc, on disait aux entreprises, ben, peut-être réfléchissez, est-ce que cette mobilité géographique est vraiment indispensable? Et autre chose, il y a beaucoup d'entreprises où existe quand même encore une règle un peu non écrite de passer 40 ans, tout ou une partie peut se tenir. Parce qu'en fait, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, entreprise, mais la gestion des ressources humaines que vous avez mis en place, les règles de gestion des ressources humaines, pour certaines très contraignantes ou pour certaines parfois absentes, cette gestion des ressources humaines a à voir avec l'égalité homme-femme et va avoir des effets sur des rapports plus ou moins égalitaires entre les hommes et les femmes. Je m'explique. On leur disait par exemple, on est frappé de voir à quel point, même dans les entreprises où il y a beaucoup de femmes, la gestion des congés de maternité est quelque chose qui reste quand même globalement assez bricolé. Je veux dire, une femme... ce qui fait que du coup, quand une femme tombe enceinte, son manager direct, son hiérarchique, vraiment, c'est un problème qui lui tombe sur le dos parce qu'il se demande comment il va la remplacer, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va retomber sur le reste de l'équipe, Et donc, ce bricolage qui se répète finit par faire que la maternité devient vraiment un problème de bonne femme, excusez-moi l'expression, et participe du fait que, décidément, on n'a pas envie de mettre les femmes à tel ou tel type de poste parce qu'il y a le risque qu'elles tombent enceintes et qu'elles nous lâchent. Voilà. Et là, nous, on disait aux entreprises, écoutez, quand même, la maternité, c'est a priori une absence qui s'anticipe, ça peut peut-être se gérer, quoi. Donc, on leur disait, là, absence de règles de gestion des ressources humaines, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez remédier. Il y a d'autres endroits où on leur disait au contraire, vous avez des règles de gestion, des principes qui sont aujourd'hui trop rigides et qui quelque part à chaque fois éliminent quasiment automatiquement, comme par hasard, un peu tout le temps les femmes. Notamment pour tout ce qui va être progression de carrière, il y a quand même encore beaucoup d'entreprises où pour progresser, il faut être passé par de la mobilité hiérarchique, il faut être passé par des postes très gourmands en temps, etc. Des postes qui, quand même, restent pas toujours évidents à occuper pour les femmes, même si dans la double carrière, il y a de plus en plus d'arbitrage, et on voit des hommes aujourd'hui parfois accepter de mettre leur carrière un peu en sourdine pour que leurs femmes, à un moment, prennent un beau poste. Globalement, c'est quand même plutôt les femmes qui sacrifient leur vie professionnelle pour celle de leur mari. Et donc, quand pour grimper dans la hiérarchie, il faut aller un coup à je ne sais pas où, à Hong Kong, à Limoges, je ne sais pas. Mais bon, c'était des mécanismes qui, là, pour le coup, à chaque fois, éliminaient un certain nombre de femmes. Et donc, on disait aux entreprises, peut-être réfléchissez, est-ce que cette mobilité géographique est vraiment indispensable? Et autre chose, il y a beaucoup d'entreprises où existe quand même encore une règle un peu non écrite de passer 40 ans ou à 40 ans tout est joué. Et si vous n'êtes donc pas passé par un certain type de poste, un certain type de fonction, de toute façon c'est fini et votre progression de carrière elle arrive à un plafond et voilà. Et le problème c'est qu'entre 30 et 40 ans c'est globalement la période où les femmes entre guillemets font les enfants, élèvent leurs jeunes enfants et donc beaucoup d'entre elles sont confrontées à des choix complètement cornéliens de dire ma carrière, mes enfants. Alors je sais qu'on a vu tout à l'heure que le modèle aujourd'hui c'était de faire les deux, mais on sait dans quelles conditions les deux sont faits et qu'en réalité, c'est quand même un peu le ou que demande l'entreprise aux femmes. Soit où vous faites vraiment carrière, vous vous engagez à fond, mais dans ces cas-là, on ne peut pas entendre parler de vos enfants, etc. Soit vous vous mettez un peu en stand-by et puis là, vous pouvez vous occuper de vos enfants. Et donc, on disait aux entreprises, il y a vraiment ce télescopage des calendriers avec le calendrier des femmes et le calendrier que vous avez aujourd'hui de c'est avant 40 ans qu'il faut que tout soit joué. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'élargir un peu, sachant que par ailleurs, vous êtes confronté avec un allongement de la vie professionnelle qu'il faut gérer, des carrières qui sont plus longues. Et on leur disait aussi, cet allongement de la vie professionnelle, ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Donc, si vous assouplissez cette règle un petit peu, quand même, on peut dire un peu bête, de à 40 ans tout est joué, non seulement vous allez permettre à des femmes de pouvoir peut-être être plus dans un modèle d'alternance, à un moment où effectivement peut-être certaines d'entre elles seront plus auprès de leurs enfants, mais après elles pourraient réellement redémarrer une carrière.
Et en plus, vous allez permettre à des hommes aussi d'avoir des perspectives de carrière, d'évolution de carrière beaucoup plus longues. Et puisque maintenant, on nous annonce devoir travailler jusqu'à 65, 70, je ne sais pas quel âge, c'est quand même plus motivant de se dire que les 30 ans qu'il y a encore après 40 ans, on peut continuer à évoluer, quoi. Voilà, donc voilà un petit peu rapidement ce qu'on disait aux entreprises. Et en conclusion, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à la fois, donc, on disait aux entreprises, la balle est dans votre camp pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, mais en même temps, on leur disait, il y a des choses, on l'a vu tout à l'heure, pour ce qui est des représentations classiques de femmes qui seraient innées, toujours dotées d'un certain nombre de qualités, et d'hommes qui seraient eux aussi toujours dotés d'un certain nombre d'autres qualité. Là, ça concerne tout le monde. C'est vraiment des représentations que chacun d'entre nous, on a quelque chose de culturel, pardon, et quelque chose aussi souvent assez rassurant. C'est vrai que c'est plus rassurant de se dire, si je suis une femme, je suis comme ça, et puis si je suis un homme, je suis comme ça. C'est peut-être plus rassurant que d'avoir à essayer d'inventer autre chose. Mais en même temps, on a vu combien c'était peut-être rassurant à court terme, mais c'était aussi très enfermant. On commence à enfermer les uns et les autres dans des rôles. Et combien, en tout cas, pour ce qui est d'essayer de faire avancer cette égalité entre les hommes et les femmes, c'était peut-être pas la meilleure solution. Voilà, en 2 mots ou en 3, ce que je voulais vous dire. Alors, Madame Françoise Nallet et le petit film. C'est bien joli en parole, mais c'est mieux quand on la fait passer dans les actes. Donc dans mon entreprise, on fait très attention à ce que la maternité ne handicape pas les femmes dans leur situation professionnelle. Ma grossesse n'a pas été un frein à ma carrière. Quand je suis rentrée de congé maternité, j'ai eu une formation et j'ai changé de métier. Je suis passée d'un métier technique à un métier de ressources humaines. Et chaque année, nous analysons pour un même métier l'évolution des rémunérations des hommes et celle des femmes, de façon à vérifier qu'il n'y ait pas de distorsion salariale. On parle beaucoup de l'entreprise citoyenne. Ça commence dans ces murs par mettre en place de véritables politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. En moyenne, à poste équivalent, les femmes gagnent 12% de moins que les hommes, mais de plus en plus d'entreprises s'attaquent à cette disparité salariale. Le spot illustre bien ce que nous expliquait Juliette, c'est-à-dire que l'égalité pour la gestion des ressources humaines, c'est d'abord gérer correctement le retour de maternité, enfin correctement, dans un certain nombre de cas. Mais on est quand même, l'intervention de Juliette le montre bien, dans un monde qui est dominé par les stéréotypes. Alors, Retravailler a été créé en 1974 par Evelyne Sullereau, sociologue du travail, qui est par ailleurs une cofondatrice de ce qui est devenu le planning familial, dans ces années dites d'émancipation des femmes. Et le raisonnement d'Evelyne Sullereau était de penser que l'émancipation des femmes passait d'abord et avant tout par leur accès à une activité professionnelle, donc l'indépendance financière, mais aussi la réalisation de soi dans d'autres rôles que les rôles dans lesquels on les attendait massivement, et on les attend encore massivement, la maternité en particulier. Donc, le pari de Retravailler, c'était une méthode d'orientation professionnelle qui permettait aux femmes qui avaient cessé de travailler pendant un certain nombre d'années de retrouver une activité professionnelle, puisque dans ces époques-là, le travail des femmes est très discontinu, vous le disiez Isabelle dans votre intervention. Du côté de la généralisation du travail des femmes et de leur continuité, le combat est à peu près gagné, vous le disiez aussi. Plus de 80% des femmes travaillent entre 25 et 49 ans. Les mères de 3 enfants travaillent dans 55% des cas. Donc on est un modèle de ce point de vue-là assez unique en Europe, avec un taux d'activité, vous le disiez aussi, important, et un taux de maternité qui reste aussi dans les plus élevés. Si la généralisation du travail est gagnée, par contre, on est loin du compte en matière d'égalité professionnelle. Donc aujourd'hui, Retravailler travaille essentiellement à faire en sorte que les choses soient plus égales, soient plus également partagées dans le monde professionnel entre femmes et hommes. Notre parti pris pour y arriver, c'est la mixité des emplois et des professions.
parce que le clivage aujourd'hui entre les professions réputées masculines et les professions réputées féminines, et où on retrouve effectivement statistiquement les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, participent des inégalités. Les inégalités de salaire sont un exemple. Isabelle parlait de 25%, et à poste égal, vous voyez, on n'est qu'à 12%. Déjà, on a gagné. Donc, la mixité des emplois et des professions nous semble la stratégie pour aller vers l'égalité professionnelle. Alors, comment on peut travailler à la mixité des emplois et des professions? Ça, c'est une vraie question. Et on ne peut intervenir sur les phénomènes que si on les comprend. Alors, je vais vous rendre compte en quelques mots d'une enquête, enfin d'un travail qu'on a fait dans le cadre d'un programme européen d'initiative communautaire directe et qui avait pour objectif d'essayer d'identifier les stéréotypes de sexe à l'œuvre dans la division du travail entre les femmes et les hommes. Alors la division du travail entre les hommes et les femmes, c'est un fait qu'Isabelle a expliqué d'un point de vue sociologique et que Juliette a expliqué d'un point de vue des réalités dans l'entreprise. C'est d'une part la division du travail, l'enclavement du travail des femmes sur un très petit nombre d'emplois, et puis ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire l'enclavement des femmes dans les catégories d'opérateurs de base, d'encadrement moyen. Donc cette double ségrégation horizontale et verticale du travail explique l'ensemble des inégalités auxquelles nous sommes confrontés. Pourquoi cette division? Pourquoi cette ségrégation? Juliette vient de nous l'expliquer assez précisément. Les stéréotypes de sexe dirigent les conduites de carrière. Et quand on interroge les gens sur ces questions-là, on tombe sur ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe de façon très massive. Dans le programme européen dont je vous parlais, on a travaillé sur 6 pays. La France et la Belgique pour la vieille Europe, l'Italie pour l'Europe méridionale, la Hongrie et la Bulgarie pour les pays entrants et l'Allemagne pour les pays qui gèrent une double situation. Cependant, le constat est que les mêmes stéréotypes, d'abord les statistiques sont à peu près les mêmes, à quelque chose près, en tout cas concernant les grands phénomènes, hein, enclavement du travail horizontal et vertical, et les mentalités relèvent des mêmes stéréotypes, des mêmes représentations. Qu'est-ce qu'on trouve derrière tout ça? C'est 3 stéréotypes qui font système et qui amènent la division du travail que l'on peut constater. Ces 3 stéréotypes, c'est d'abord le manque de disponibilité des femmes du fait qu'elles sont aussi des mères, et on raisonne comme si toutes les femmes étaient mères, ce que vient d'expliquer Juliette. Ce manque de disponibilité est à la fois une réalité objective, puisque les femmes continuent à assurer 80% des activités de la famille, l'éducation, les activités domestiques. C'est aussi une représentation, parce qu'il y a de plus en plus de femmes disponibles et en capacité de faire face à un engagement professionnel important. C'est aussi une responsabilité de la collectivité. La biactivité des couples s'est généralisée sous un impact économique, et l'organisation sociale, l'organisation des rythmes, des temps de vie, lui, n'a pas bougé. Donc l'ensemble de stéréotypes pèse à la fois sur les conduites des individus et à la fois sur les conduites collectives. Donc ce manque de disponibilité lié à la maternité c'est 4 mois et demi d'arrêt en moyenne, c'est quand même pas ça qui empêche de faire une vraie carrière, si on prend les choses objectivement, reste un élément tout à fait déterminant de la division du travail et implique de nouvelles négociations et des choses qui
participent d'une évolution sociétale comme l'investissement des pères et la prise en charge parentale des enfants, puisque les enfants n'ont pas que des mères, ils ont aussi des pères. Autre stéréotype bien ancré, c'est la force physique. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, surtout dans une époque où l'ergonomie devrait permettre que les femmes aient accès à peu près à toutes les professions, sauf exception. Et puis, par ailleurs, c'est une représentation. Les différences de stature, de résistance, de force musculaire sont des données relatives, statistiques, n'ont pas de valeur absolue. Et puis, les femmes ont toujours fait des travaux pénibles, au champ, au lavoir, de tout temps. Mais reste que la pénibilité physique pèse encore et divise encore le travail entre les hommes et les femmes. Les secteurs qui ont eu besoin, par pénurie de main-d'œuvre, de faire accéder des femmes, ont fait les efforts nécessaires sur leur plan ergonomique pour que les femmes puissent avoir accès à des professions auxquelles jusque-là elles n'avaient pas accès. Donc c'est vraiment un stéréotype qui ne devrait plus avoir cours et qui reste un élément de division. Troisième stéréotype, c'est le clivage des qualités, qui devient un clivage des compétences, avec ce qui est considéré comme étant de l'ordre du féminin, le soin, la relation, l'éducation, et ce qui est réputé de l'ordre du masculin, la stratégie, la décision, le pouvoir et la technique. Si on peut noter dans les mentalités une évolution du stéréotype selon lesquels les femmes ne seraient pas faites pour diriger, puisque là il y a un progrès incontestable, reste que les hommes sont 3 fois plus nombreux aux postes de décision, mais il y a un vrai progrès. Sur le clivage entre les compétences des hommes et des femmes, les choses ne bougent pas, et la partition de l'humain entre ce qui est du registre du masculin et du registre du féminin reste le point clé, à mon avis, de la division du travail que l'on constate encore aujourd'hui. Donc, dans le travail de diversification des choix professionnels qu'implique cette situation, il faut beaucoup travailler sur les stéréotypes de sexe, et on s'est rendu compte à retravailler que le meilleur moyen de travailler sur les stéréotypes de sexe, c'était de mettre les femmes en situation d'exercer un métier auquel elles n'avaient pas pensé, et les hommes d'être en situation d'exercer un métier auquel ils ne pensent pas et dans lesquels ils ne sont pas attendus. Et s'il est vrai que l'état des stéréotypes pénalise essentiellement les femmes dans le marché du travail, les stéréotypes de sexe sont encore plus forts concernant des hommes qui voudraient aller vers des métiers de la petite enfance, par exemple. On l'a noté très très nettement dans l'enquête que nous avons faite dans le programme dont je vous parlais. Et cette réalité-là est assez étonnante dans des époques où on devrait avoir fait bouger un certain nombre de représentations et où un certain nombre de faits démentent ces stéréotypes. Bon, reste qu'il faut encore les déminer, que pour retravailler, c'est un enjeu d'orientation professionnelle continue, puisque nous on intervient sur les femmes et les hommes adultes, pour une majorité de femmes, mais ça veut dire aussi revoir les pratiques d'orientation, car dans l'époque, en formation initiale, dans l'enquête que nous avons menée dans les 6 pays dont je vous parlais, j'ai perdu mon fil. Il y a une adéquation totale entre les orientations et les carrières professionnelles. Alors là, quelques chiffres qui sont assez révélateurs. Les femmes représentent entre 73 et 80% des diplômés des filières touchant l'action sociale, la santé et les secteurs de l'éducation, dans l'Europe des 25. Elles représentent entre 60 et 70% des diplômés de filières touchant à la formation des enseignants et aux sciences de l'éducation. Et elles ne sont qu'entre 15 et 30% à être diplômées de filières touchant au commerce, à l'administration, à la fabrication, au traitement, aux mathématiques, aux statistiques et au transport. Donc on voit clairement qu'il sera très difficile de faire bouger la division des carrières et la partition des carrières si on n'intervient pas sur les problématiques d'orientation. Les mises en situation sont une réelle opportunité. Je profite d'être dans une communauté
scolaire pour le dire, et c'est là qu'est l'avenir. On se rend compte que pour des femmes qui sont en situation difficile, qui doivent retrouver une activité professionnelle après une rupture professionnelle, ou qui vivent des ruptures professionnelles liées à des qualifications qui perdent de leur valeur d'usage, là, on note une capacité de ces femmes, une possibilité de les faire s'orienter vers des métiers techniques, en pénurie de main-d'œuvre, il est sûr, donc l'insertion est quasiment assurée. Mais chez ces femmes-là, le principe de réalité, à une étape de maturité de la vie, l'emporte sur les stéréotypes. Donc c'est un espoir, mais en tout cas, il faut vraiment que filles et garçons, dès les premières orientations, aient une information qui leur permette de faire des choix plus libres. Alors après ces 3 interventions, nous allons vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, à poser à nos 3 invités? J'avais 2 questions. La première, c'était sur les 6 professions. Vous avez dit qu'il y a 60% des femmes qui occupent majoritairement 6 professions. J'étais fortement intéressée de connaître ces 6 professions. Et mon autre question, c'est adressée à toutes, c'est de savoir, en fait, il semble bien qu'il y a quand même tous ces stéréotypes qui restent fortement ancrés chez les hommes comme chez les femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, je suis enseignante, peut-être je peux contribuer modestement à ce que ça puisse évoluer, mais quelle est selon vous la solution pour que tout ça, ça puisse évoluer? Alors moi, je vais juste répondre sur les professions et puis je laisse la parole à mes collègues. Alors oui, effectivement, 60% de l'emploi féminin se concentre dans 6 professions. Ce sont les personnels de service aux particuliers, les employés administratifs d'entreprise, les employés civils et agents de service de la fonction publique, les professions de la santé et du travail social, les employés de commerce et enfin les instituteurs et assimilés. Voilà. Et par rapport aux stéréotypes, et qu'est-ce qu'on peut faire, je pense que des soirées comme celle-là, ça participe. Enfin, une des premières choses, c'est d'aider à la prise de conscience, parce que le problème, c'est qu'ils sont tellement ancrés en chacun d'entre nous qu'on ne les voit même plus. Ils nous paraissent complètement évidents et on est persuadé que puisqu'on est une femme, on doit être comme ça, et que puisqu'on est un homme, on doit être comme ça, que sinon on ne sera pas un vrai homme et on ne sera pas une vraie femme. Alors, après, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut surtout pas être comme ceci ou comme cela, mais aider à la prise de conscience, aider chacun à gagner en lucidité pour après pouvoir décider plus librement, si tant est qu'on soit libre, mais un petit peu plus librement d'être ou de ne pas être son stéréotype, quoi. Mais aider chacun à ouvrir les yeux sur tout ce qu'on reproduit tout le temps, ce qu'on véhicule, sachant qu'en réalité, enfin, on le sait très bien, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées, quoi. Et que au cours d'une même journée, une femme peut être très féminine, très masculine, un petit peu des deux. Et pour les hommes, c'est exactement pareil, quoi. Donc, tout en étant chacun de vrais hommes et de vraies femmes. Je crois que le rôle de l'éducation et de la formation est essentiel. Depuis un certain nombre d'années, maintenant, il y a quand même beaucoup de campagnes de sensibilisation, de formation qui s'organisent. À Retravailler, on fait beaucoup de formation et de sensibilisation, des acteurs intermédiaires, ceux qui orientent, ceux qui forment, ceux qui insèrent, on est dans le monde du travail. Mais on a eu une expérience dans la communauté scolaire et j'ai eu grand plaisir à intervenir avec des professeurs principaux de 3e qui interviennent sur la première orientation, sur la mise à jour des stéréotypes. Mais c'est des actions un peu délicates, un peu complexes, on touche à l'identité, donc il faut un matériel pédagogique et une démarche pédagogique qui soit réellement adapté, ça demande des petits groupes. Bon, là, il y a vraiment moyen de faire évoluer les mentalités.
je pense aussi que ce thème mériterait un vaste chantier d'éducation, médias, etc. Là, je crois que sur tous ces sujets, il y a besoin d'apport de connaissances et d'informations. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est aujourd'hui, on a un ensemble de savoirs et de connaissances qui déminent, permettent de mettre à jour les stéréotypes et de les invalider. Et curieusement, ces savoirs et ces connaissances ne descendent pas dans la rue. Ça, c'est un vrai problème. Oui, effectivement, je crois que le chantier est énorme, hein, en particulier dans le domaine de l'éducation. Alors, j'ai pas beaucoup d'enfants en bas âge dans mon entourage, donc je vois pas trop les manuels scolaires, mais je crois que les images véhiculées dans les manuels scolaires, y compris les plus récents, sont assez corsées, je dirais, à ce niveau-là. Et juste une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Donc, j'ai quand même une petite cousine qui a 4 ans et qui a dit à ma tante, qui est donc sa grand-mère, qui a dit donc à sa grand-mère, mais toi, t'es pas une vraie mamie parce que la mamie dans mon livre à l'école, elle a les cheveux blancs et toi, tu te fais une teinture. Mais c'est ça, bon, ça s'arrête pas à la teinture, c'est vraiment, on a l'image de la grand-mère, l'image de la mère, du père, tout ça. Et dans les manuels scolaires, je crois qu'il y a encore, oui, un gros travail à faire. Hein. Et alors là, alors, dans la série des anecdotes croustillantes, on travaille dans un petit groupe de travail avec une chercheuse du CEREC qui travaille à introduire justement ces questions d'égalité dans les enquêtes génération, c'est-à-dire le devenir des jeunes quand ils rentrent sur le marché du travail. Et c'est précieux de voir comment les choses bougent, etc. Et donc cette collègue amène un jour son fils à la Cité des Sciences et s'arrête avec lui devant la fresque des savants. Et elle se rend compte qu'il n'y a pas une seule femme, même pas Marie Curie. Et elle dit à son fils, qui a 9 ans, il n'y a rien qui te pose problème là, tu ne trouves pas un truc bizarre? Il dit un premier truc, il dit mais regarde encore. Et tout d'un coup, son fils lui dit, ah, mais il n'y a pas de femmes. Ça n'existait pas avant, les dames? Vous aviez une question? Oui. C'est vrai que comment se construisent les identités sexuées, masculines, féminines, c'est très très difficile en effet d'agir sur ce domaine culturel-là. Très simplement en cours, je suis professeur de sciences économiques et sociales, donc en seconde, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe dans la famille et notamment comment se construisent les identités sexuées. Donc, bon, bien sûr ce que disent les parents, mais aussi un exemple très concret qui leur permet de prendre conscience que finalement on est un peu aiguillé dans nos comportements, dans ce qui fait qu'on est homme ou femme, c'est reprendre les catalogues pour jouets, par exemple. Et systématiquement, je crois que donc on voit très bien en effet qu'il y a une partition, voilà, les pages pour les filles, candidates, et puis la blanchasse dans... Voilà, voilà. Mais j'ai aussi vu, dans un premier temps, on voit combien c'est difficile en fait, d'agir sur le discours des parents, parce que c'est difficile aussi de s'ingérer dans ce qu'ils disent. Je pense que voilà, cette sphère privée, elle reste privée, donc là c'est difficile. La deuxième chose, c'est que je repense justement à mes jouets. Alors on peut très bien imaginer, en effet, un catalogue pour jouets, il n'y aurait plus de classification filles-garçons. En même temps, on voit très bien aussi tous les intérêts commerciaux qui existent derrière. Permettre la reproduction, permettre un balisage, que ce soit aussi bien le catalogue, mais aussi les rayons, dans mon magasin entre filles-garçons, c'est un intérêt aussi très très fort économique. Donc c'est assez difficile. Je n'ai pas de solution. Bien, en tout cas, je vois en effet combien c'est aussi par ce biais. Par contre, en vous entendant, et j'étais très frappé par ça, c'est que c'est vrai qu'on est dans un emploi qui se précarise de plus en plus, de moins en moins de stabilité, de moins en moins de CDI. Alors bon, l'intérim, c'est une forme d'emploi précaire. Alors après, je crois que vous aurez peut-être une vision quand même plus subtile, parce que vous voyez un peu tous les usages qu'on peut en faire. Il y a aussi le développement du chômage de masse, alors, qui a contribué en effet au développement du temps partiel. Et ce que je vois, c'est que finalement, cette crise, là, j'ai envie de paraphraser un peu cette émission de la crise des années 80, parce que je vois finalement c'est ça qui fait bouger les choses dans la mixité, dans les professions. J'entendais là le détachement que ça crée chez les individus, que ce soit homme ou femme en effet, par rapport au travail. Sachant que ce travail peut m'échapper, même si j'y ai donné beaucoup, même si je me suis beaucoup investi, un jour en effet je peux le perdre, parce que les carrières sont beaucoup moins assurées que par le passé. Donc,
il y a une tendance à réinvestir la sphère privée, et notamment la sphère familiale. Donc là aussi, finalement, ça peut se traduire soit par un temps partiel choisi, bon, si c'est possible, hein, on a des difficultés aussi de ça, mais en tout cas, essayer de se dire, attention, ne pas mettre tous mes œufs dans le même poignet, mon existence, ma vie, mon plaisir, ce n'est pas que mon travail. Donc, j'ai aussi ma famille à considérer, et à ce moment-là, je peux aussi aider ma famille. Donc, première chose. Ensuite, c'est en effet les interruptions au travail que ça crée. Hein, c'est-à-dire, bon, j'ai un emploi à un moment donné, il y a un licenciement, une restructuration, je m'arrête, éventuellement je me reforme, il se pose la question de comment repartir dans l'emploi. Et ça, en effet, vous avez surtout insisté sur la maternité, qui est une cause d'interruption très fréquente, c'est vrai, mais finalement, par cette précarité-là, finalement, les personnes aussi sont obligées d'envisager, de se dire, bon, comment faire en sorte pour revenir dans l'emploi, et cette fois-ci que je sois homme ou femme, encore une fois. C'est ça que je trouve ça intéressant. Et puis une dernière chose, et c'est surtout ce que vous disiez, Mme Lallet, c'est par rapport justement comment finalement certaines femmes se retrouvaient à accepter des postes réputés masculins. Au nom de quoi, en fait, d'une forme de pragmatisme. Il y a un chômage, je vais en sortir. Bon, le problème, il y a cet emploi-là qui s'offre à moi. Ce n'était pas celui auquel je pensais, auquel finalement, moi, femme, je m'attendais, mais finalement j'y vais parce que c'est celui où il y a quelque chose. Donc voilà. Alors attention, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas là à dire c'est merveilleux la précarité, c'est merveilleux le chômage. Certainement. Hein, mais en même temps, ce que je vois, c'est que finalement, c'est un effet collatéral de ça, c'est que ça peut peut-être, alors après il faudrait peut-être pas revoir la portée de tout ça, hein, là c'est simplement des hypothèses, en quoi ça peut venir un peu bouleverser la distribution des cartes et les professions entre hommes et femmes, et aussi les comportements d'activité en fait. Il y a incontestablement des choses qui bougent actuellement du fait des tensions sur le marché du travail. Et la mixité des professions a une chance là qui me semble unique stratégiquement par rapport à ces problèmes de tension sur le marché du travail qui vont s'accélérer avec le retournement démographique. Et on n'aura plus recours aux mêmes méthodes que par le passé, l'immigration en particulier. Et donc on va demander à des femmes d'être sur des terrains sur lesquels elles n'étaient pas. Si les femmes n'y sont pas, l'égalité homme-femme prendra un coup terrible. Donc là, il y a un enjeu qui me semble tout à fait essentiel. Mais c'est l'économie qui décide. Mais de la même façon qu'il y a une organisation systémique qui permet une évolution, de la même façon, ce qui fait qu'on reste très accroché aux stéréotypes, c'est aussi ce en quoi ils font système. Et vous le disiez très justement. Il y a aussi des intérêts économiques. Mais où est la poule, où est l'œuf, c'est toujours extrêmement difficile de faire la part des choses. Et pour ce qui est donc des femmes qui s'orienteraient vers des métiers masculins, notamment dans les secteurs pénuriques, donc c'est effectivement des choses qu'on observe, mais en même temps, moi je suis en train actuellement de travailler sur le secteur du BTP, de réaliser une très grosse étude sur le secteur du BTP, secteur qui a l'air de réclamer à corps et à cri des femmes. Et je suis quand même assez étonnée parce qu'en allant rencontrer des femmes qui ont fait des formations pour travailler dans le BTP, j'en ai rencontré un certain nombre d'entre elles qui me disent qu'elles n'arrivent absolument pas à trouver de travail. Donc on est dans quelque chose un peu schizophrène avec la demande des entreprises qui, effectivement, un certain nombre d'entreprises qui disent manquer de main-d'œuvre, mais en même temps, quand il s'agit de franchir le pas et de recruter des femmes pour des postes jusqu'à présent occupés par des hommes, j'étais vraiment très étonnée de voir qu'il y en avait qui, visiblement, n'arrivaient pas à franchir le pas, quoi. Je veux dire, donc ça bouge, mais ça reste compliqué, quoi. Et sinon, pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, quand vous évoquiez le détachement, vous avez pris cette expression de détachement d'un certain nombre de personnes vis-à-vis de leur travail, puisqu'il y avait ce risque de chômage, etc., etc. Enfin, nous, ce qu'on a vu, parce qu'en fait, tous les travaux qu'on a conduits depuis les chantiers qu'on avait fait sur égalité professionnelle homme-femme, après, on a conduit un autre chantier très important, justement, sur cette tentation du retrait, qu'on avait senti très forte chez des femmes, mais c'est également chez les hommes. Mais je ne voudrais pas employer ce terme de détachement parce qu'il y a derrière une idée peut-être d'une baisse de la valeur travail, etc. Et nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment à quel point dans la construction identitaire des personnes,
le travail restait complètement fondamental. Et si aujourd'hui il y a tentation du retrait, c'est du fait de la promesse ou de la non-promesse faite par les entreprises, c'est du fait des conditions d'exercice des activités dans les entreprises, c'est la financiarisation, c'est des décisions complètement absurdes, etc. C'est ces grandes organisations en particulier devenues un petit peu folles. Et un télescopage entre un besoin de création, de construction identitaire chez les individus, qui passe encore très fortement par le travail, mais la réponse apportée par l'entreprise, enfin, ce qu'elle leur propose pour construire le volet travail de leur identité n'est pas à la hauteur. Et c'est pour ça que certains sont tentés de se désengager, plus que parce qu'on voudrait que être en vacances, ne plus travailler, etc. Parce qu'au contraire, l'injonction à se construire, à se trouver, n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Hier, notre père était boulanger, notre grand-père était boulanger, on était boulanger. Aujourd'hui, chacun doit trouver qui il est, s'inventer, et c'est très très compliqué. Et donc, détachement dans la douleur, quoi. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut se réaliser et réussir, parce qu'il faut réussir. Aujourd'hui, il faut réussir, il faut être heureux, il faut être beau, il faut être jeune, etc. Donc, si on ne peut plus faire par le travail, il faut le faire ailleurs, et ce n'est pas forcément très confortable. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que l'éducation des enfants, des femmes qui travaillent, parce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus, pour le devenir des enfants qui travaillent, et le devenir des enfants des femmes qui travaillent est différent du devenir des enfants des femmes qui ne travaillent pas? Alors, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, en tout cas pas récemment, mais bon, peut-être que ces études existent. Cela dit, il y a des études sur la façon, bon, je rejoins encore ce qu'on vient de dire là depuis un petit moment, sur la façon dont se répartissent les tâches entre les enfants, mais les plus jeunes, les tâches domestiques. Et là, on voit bien que tout est joué. Enfin, voilà, tout n'est pas joué, mais en tout cas, tout se joue à ce moment-là. C'est-à-dire, ce sont les petites filles qui prennent en charge la plupart des tâches qu'à cet âge, on peut prendre en charge. Donc, plus elles ont de frères et sœurs, plus elles s'occupent des petits frères et des petites sœurs, les débarrasser la table. Enfin bon. Donc, on a des études sur l'inégalité. Je pense pas. Bon, là j'ai pas d'études précises, mais j'ai la centaine de témoignages qu'on a réalisés. On voit bien quand les femmes et les hommes nous racontent leur choix professionnel, leur trajectoire, etc. Il y a effectivement toujours une référence dans le choix d'orientation, le choix de vie, avoir des enfants, pas en avoir, combien, beaucoup, etc. Des références aux parents, voire aux grands-parents, etc. Mais on ne peut pas là tisser de règles, ça sera vraiment du cas par cas. Il y a des fois où la mère qui travaille énormément sera un modèle et les enfants, a fortiori les filles, voudront faire la même chose. D'autres fois, ça sera au contraire très mal vécu et donc elles voudront au contraire être à la maison à pouponner. Donc, je pense que là, c'est vrai, effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Là, on a parlé surtout du culturel qui se reproduisait, etc. Mais c'est évident aussi que dans toutes ces histoires et dans tous ces choix et dans toutes ces représentations, il y a du psychologique, il y a nos propres parents et l'image de notre mère. Donc, c'est très compliqué. Donc, cela dit, je pense que ça mériterait d'être regardé de près. Alors, il y a les données psychologiques et, d'après ce que je peux voir, c'est modèle ou contre-modèle. Hein. C'est la mère qui travaille considérée comme modèle identificatoire ou la mère qui travaille, enfin, qui a travaillé, parce que c'est en plus les générations pionnières, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas été faciles. Hein. Et puis, les choses vécues sur le mode de la culpabilité, bon... dans les femmes trentenaires aujourd'hui diplômées qui s'arrêtent de travailler, qui se retirent, et il y en a. Il y a des femmes, c'est l'hypothèse d'Elisabeth Badinter, il y a des femmes qui veulent rompre avec l'image de la mère courant partie qu'elles ont eue. Et d'un autre côté, dans les couples paritaires, c'est-à-dire des jeunes qui veulent complètement tout partager,
il y a aussi l'image de la mère qui a travaillé avec un père et qui ont partagé, et où il y avait un dialogue égalitaire. Donc de ce point de vue-là, je crois que ça mériterait vraiment une étude approfondie, cette question. Hein. Parce qu'on a tendance à penser, enfin il y a un mouvement un peu réactionnaire qui monte, et le lobby familialiste se met ça sous la dent, en disant que s'il y a délinquance, c'est parce que les femmes ne s'occupent plus de leurs enfants. Là, je crois qu'il y a eu quelques études qui invalident l'hypothèse, mais elle reste quand même très vivace. Donc ça mériterait effectivement une étude. Oui, absolument. Qui reste très forte, oui. Oui, je pense que le savoir objectif, les faits, les chiffres, mais c'est ce qui me frappe quand même. Il y a un problème de démocratisation des savoirs, des connaissances et des explorations sur ces questions-là. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Alors pour en rester sur les stéréotypes, cet après-midi, nous avons diffusé un film Bread and Roses. Ensuite, s'est engagé un débat. Et au cours de ce débat, avec les élèves, donc des adolescents, nous avons voulu leur expliquer qu'il n'y avait pas de domaine réservé au niveau des emplois. Et je leur ai dit qu'aujourd'hui, il y avait par exemple des hommes qui faisaient des études pour être sages-femmes, ou il y avait des hommes qui entraient dans les métiers de la petite enfance. Et là, un jeune homme m'a dit de manière horrifiée, mais vraiment horrifiée, « Mais madame, est-ce que vous confieriez votre enfant à un homme ?» Je lui dis, pour moi, ça ne me poserait aucun problème. Eh bien, pour les jeunes qui étaient dans la salle, donc qui sont les élèves du lycée, puisque c'était des élèves du lycée, ça leur posait un réel problème. Donc la mixité des emplois n'est même pas dans la tête des adolescents qui vont être les adultes de demain. Donc il y a un vrai travail à faire et à mon avis, le Festival Genre Humaine, on peut le continuer pendant un certain nombre d'années. Vous auriez pu lui dire que quand sa femme accouchera à la maternité de Château-Thierry, il y aura peut-être une sage-femme homme. Très bien. Nous avons une sage-femme homme. Et qui s'appellera Mayoticia. Et il y en a 5, à peu près 5 par année à l'école de Reims. À peu près 5 hommes par année. C'est des régions en pointe. Bon, cela dit, les réactions que vous avez eues de la part des jeunes, nous, on les a notées dans notre enquête, dans le programme dont je vous parlais tout à l'heure, et je me souviens avoir, moi, conduit des groupes focus et avoir été extrêmement impressionnée par les réactions. C'était des groupes de femmes, des femmes entre 30 et 40 ans, et qui disaient ah non, moi, je ne confierais pas mes enfants à un homme. Et c'est ce que j'ai dit, mais ah oui, mais c'est mon mari, c'est leur père. Et il y avait un glissement en plus vers un soupçon d'immoralité, entre guillemets, pour dire les choses, que j'ai trouvé ahurissant. Ça, c'est récent. Oui, ça tient à tous les problèmes, oui. Qui vient témoigner l'année prochaine. Hein. Oui. Oui, je crois aussi que ça renvoie peut-être au-delà, au-delà simplement des stéréotypes, ça se fait pas. Il y a aussi cette histoire aussi des femmes entre elles, dans le sens, je ne sais pas si la salle d'accouchement c'est un petit peu comme les vestiaires dans le sport, vous voyez, c'est très difficile d'aller. Ça n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Je crois que là ça vient toucher à autre chose.
chose que simplement, voyez, ce qui est envisageable comme métier pour un homme. Enfin, sauf que beaucoup d'accoucheurs sont des hommes. Donc, Jusqu'en 1980, il n'y avait que des médecins, presque que des médecins hommes. Mais je viens de revoir là, la traduction d'un guide qui vient d'être fait par les collègues italiennes de notre réseau retravaillé sur les pères. Et les pères témoignent dans plusieurs groupes de ce que, quand ils veulent aller changer leur gamin, quand ils le prennent en charge, qu'ils sont dans un endroit où il faut qu'ils trouvent un coin nurserie. Le coin nurserie, il est dans les toilettes pour femmes. Et certains témoignaient de ce que, étant entrés dans les toilettes, ils s'étaient fait mal regarder par les femmes présentes. On est en plein dans les stéréotypes de sexe, là. Oui. Et hiérarchie. Comme la cuisine, c'est le fait des femmes et les grands chefs sont la plupart du temps des hommes. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Le lieu, le creuset où on peut massivement faire évoluer ces mentalités, c'est évidemment l'école. Mais pas que. Avec une contrepartie qui est aussi cette part de mimétisme qui est liée à la cellule familiale et qui, de toute façon, elle est déjà très lourde. Mais, par exemple, est-ce qu'on peut dire que dans les qualités sexuées qui sont valorisées, c'est ce qu'on constate par exemple au niveau de l'orientation des filles, dont on sait que leur trajet scolaire est bien meilleur que celui des garçons, qu'il est assuré sur la durée, alors qu'à chaque fois que le choix est plus malthusien, elles s'auto-équilibrent. Nous on le traite dans les lycées par exemple de manière très forte sur l'établissement depuis 3 ans, où on constate qu'on a une sous-représentation chronique des filles sur la filière S par exemple, avec le même impact d'ailleurs dans le supérieur ensuite, où elles réussissent encore mieux, c'est-à-dire que où leur sous-représentation est encore accrue, et la question que je vous pose c'est, est-ce qu'on peut considérer que l'estime de soi, ou la mésestime, s'agissant des études qui ont été faites à peu près dans tous les pays européens, et qui aboutissent au même résultat, qui est de dire, avec des résultats similaires, une fille, une fois sur 2, par rapport à un garçon, ne demandera pas la voie la plus exigeante. Est-ce que cette mésestime ou cette estime de soi qui leur manquerait, elle peut être mise au compte des valeurs sexuées qui sont valorisées, enfin qui sont mises en exergue dans la société, dans les sociétés occidentales dans lesquelles on fonctionne. Et dans ce cas-là, on voit très bien, pour nous, enseignants, l'extrême difficulté, parce que on y arrive, c'est-à-dire que par exemple, je vais donner cet exemple très concret, c'est il y a une consigne simple, c'est en suivant l'accord des élèves de seconde, à chaque fois qu'une jeune fille fait une demande S ou quelque chose, ou ES, ou L, ou STG, ou S, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut avoir une politique corrective extrêmement volontariste, et il faut s'assurer que ce n'est pas pour des conditions de mésestime de soi, d'héritage culturel, qu'à ce moment-là, la famille ou l'élève, intériorisant certaines valeurs qui lui sont transmises, va se réfugier ou va éviter le choix le plus important. Puisqu'on sait de toute façon que c'est au terme des cursus les plus élaborés qu'on retrouve à ce moment-là les capacités les plus larges d'assumer des choix professionnels qui sont beaucoup plus variés. Je crois que sur ces questions, allez les filles, ont montré que les filles avaient tendance, enfin plus que tendance, se sous-estimer dans les matières à connotation masculine. Donc on voit bien quand même le rôle des stéréotypes de sexe sur. Et puis ce qu'on note alors dans les carrières, c'est que le sentiment de compétence est moins développé chez les femmes que chez les hommes. Donc un des enjeux qui sont les nôtres, qui travaillons sur les problèmes de remédiation de carrière, etc., c'est de développer le sentiment de compétence. Alors pas de façon générale, moi j'y crois pas beaucoup, mais en évaluant les compétences, on fait monter le sentiment de compétence. Pendant des années, moi j'ai reçu des gens qui allaient faire un bilan de compétences envoyé par l'entreprise. Dans la plupart des cas, c'était pour vérifier une mobilité promotionnelle. Les femmes que j'ai reçues m'ont toujours dit « je veux vérifier que je suis compétente parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur ».
Pas un seul homme ne m'a dit ça. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement, il ne se posait pas la question. Mais en tout cas, socialement, il n'était pas autorisé à le dire. Bon, donc, les choses sont toujours un peu ambivalentes, mais ce sentiment de compétence, il faut le renforcer chez les femmes, et il faut le renforcer par rapport à ce qui est considéré comme des compétences, des qualifications masculines. Parce que c'est de ce point de vue-là qu'elles ont un vrai problème, c'est-à-dire qu'elles ont intériorisé ce qu'on leur renvoie. Et les collègues belges et italiennes ont carrément, elles, de notre réseau retravaillé, organisé ce qu'elles appellent des sessions d'assertivité, qui sont des modules qui ont pour objectif de faire en sorte que les femmes s'affirment plus sur le plan psychosocial. Et effectivement, idéalement, il faudrait que derrière chacun des choix d'orientation que vous évoquiez, quand vous avez l'impression qu'il y a une mésestime de soi, peut-être qui est à l'origine d'un choix qui vous paraît un peu étonnant au vu des résultats scolaires des jeunes filles, idéalement, il faudrait en parler avec elles, effectivement. Mais après, il faut voir pratiquement comment c'est possible. Qu'on peut révéler ou générer entre l'adolescent et sa famille. C'est un problème, on en règle tous les jours des questions comme celle-là. Il est bien évident qu'une jeune fille qui va intégrer une prépa scientifique UP, qui n'avait pas du tout dans son trajet personnel, social et culturel cette ambition relevée au départ, je pense qu'effectivement c'est quelqu'un de gagné pour l'avenir, parce que je me représente assez mal que cette personne-là, que cette jeune femme-là, tombe dans la pure et simple reproduction, enfin presque atavique, quand il s'agira pour elle de gouverner un petit peu le parcours de ses propres enfants. Mais ça demande du temps et ça demande aussi un travail de conviction auprès des enseignants. Moi je pense que là il y a véritablement quelque chose qui manque, puisqu'on voit très bien que dans les matières dominantes connotées sexuellement comme telles, les mathématiques, qui servent de discriminant majeur dans notre système éducatif, et bien là on voit très bien, il y a des études qui ont montré que qu'on soit prof de maths, homme ou femme, on reproduit un certain nombre de ces préjugés dans l'interrogation qu'on a par rapport à des jeunes filles qui sont complètement différentes et beaucoup moins valorisantes que les interrogations qu'on fera aux garçons de la classe. Beaucoup moins stimulantes. Absolument. L'idée c'est, en schématisant, c'est de dire voilà, quand on a besoin de faire émerger un théorème ou une démonstration ou une formalisation, on va pratiquement sans s'en rendre compte interroger un garçon. Quand on va faire de l'applicatif et des exercices, on va interroger une fille. Et donc effectivement, là-dedans, on voit très bien comment l'école concourt pleinement à reproduire un schéma familial qui est omniprésent. Sans compter le rôle des conseillers d'orientation, évidemment. Bien sûr. Ça paraît une évidence, mais là aussi, c'est vrai qu'on a des études qui montrent qu'en seconde, quand on prend une fille et un garçon qui ont exactement les mêmes résultats, alors certes, il y a l'idée de la mésestime qui va jouer, mais il y a aussi le fait qu'on va orienter les filles aussi vers des filières littéraires ou économiques et beaucoup moins vers les médecine. En étant moi-même étudiante, j'ai pu remarquer que certains lycéens ou étudiants, même étudiants, n'ont pas vraiment l'idée de l'objectif, de leur cursus professionnel, de leur projet professionnel. Et je pense que, notamment également des filles, et je pense que c'est dû également au souci de l'orientation. Il faudra appuyer plus sur cette idée d'orientation et informer beaucoup mieux les étudiants et les élèves afin de voir leur motivation et de voir les compétences qu'ils pourraient donner, voir un peu plus leur motivation. C'est-à-dire faire de l'orientation, quoi. C'est que l'orientation n'oriente pas, elle traite l'échec. Voilà. C'est ça le drame. Et ça va devenir de plus en plus essentiel de faire vraiment de l'orientation.
D'abord, on va vous remercier très chaleureusement parce que vous nous avez apporté des témoignages passionnants. Et nous allons laisser la parole à Monsieur Jourdain, maire de Château-Thierry, pour conclure cette rencontre. Oui, je voudrais à la fois dire que ça me semble important, comme ça a été dit, qu'il faut multiplier et prolonger le festival Genre Humaine pendant encore de nombreuses décennies. C'est vrai qu'il y a là une initiative tout à fait intéressante, hein, auquel la ville est associée. Et cette initiative s'étant associée à ce qui avait déjà été fait depuis plusieurs années. Je voudrais essayer non pas de conclure, mais d'apporter quelques éléments de réflexion personnelle, si vous me permettez, puisqu'il se trouve qu'effectivement, le débat a permis de rentrer un petit peu dans la question des stéréotypes. Alors, je voudrais quelques anecdotes à mon tour. Lorsque, jeune père, ayant la charge d'élever mon enfant seul, je l'ai conduit à l'école primaire, et que j'ai été convoqué comme mère de famille, la première fois par l'institutrice, à qui je n'avais rien dit de mes affaires personnelles et familiales, elle a été très déconvenue de me voir arriver. Comment la maman n'est pas disponible? C'était dans le 5e arrondissement à Paris, hein, pas dans un quartier particulièrement défavorisé. Et quand je lui ai expliqué de manière assez prudente la situation, elle a fini par me dire que ça ne lui semblait pas normal qu'un homme élève seul son garçon. En l'occurrence, c'était un garçon. C'est une anecdote. J'en ai d'autres. C'était il y a 32 moins 7, 25 ans. J'en ai d'autres anecdotes lorsque, collaborateur d'Yvette Roudy, le ministre des Droits de la Femme à l'époque, on disait le ministre et non pas la ministre, j'ai eu quelques dossiers tout à fait étonnants avec le recul. Par exemple, il était impossible de nommer dans la garde républicaine une militaire chef de l'orchestre de la garde républicaine. Il a fallu prendre un décret qui modifiait un texte pour qu'une femme puisse accéder aux fonctions de chef d'orchestre de la garde républicaine. C'était en 84. Lorsque il a fallu se battre pendant des années pour que les femmes puissent accéder au poste de commandement dans les armes dites de mêlée, donc dans les armes qui vont au front lorsqu'il y a une guerre. Il a fallu se battre pendant des années. On a fini par obtenir, grâce à la pugnacité de la ministre, que 0,2% par an de femmes soient admises pour être nommées dans les postes de commandement des armes de mêlée. En vous entendant tout à l'heure, j'avais l'impression que ce n'était pas aussi loin que cela, d'une certaine manière, mais c'était il y a un petit peu plus de 20 ans. Puis enfin, et je n'insisterai pas, vous savez que jusqu'en 1986, les fonctions de palefrenier étaient dans les haras nationaux, donc une administration d'État à l'époque, c'est un EPIC maintenant, mais à l'époque c'était une administration, eh bien les fonctions de palefrenier étaient interdites aux femmes. C'était un concours, mais on n'admettait pas que les femmes passent le concours parce que, et j'ai là une lettre du ministre de l'Agriculture de l'époque, signée par lui, que j'ai photocopiée bien naturellement, on nous expliquait que les femmes dans les haras pouvaient, à certaines périodes du mois, créer quelques désordres chez les étalons. C'était il y a 25 ans. Il y a 20 ans. Donc, ça, ce sont des anecdotes. Mais si vous permettez, je voudrais plus sérieux, non pas plus sérieusement, parce que c'est très sérieux, mais simplement noter qu'il y a 20 ans, j'avais l'impression d'être déjà dans les mêmes questions et dans les mêmes discussions. Et pourtant, dans les constats que vous avez faits, il faut insister, mais vous l'avez dit d'ailleurs, mais je voudrais simplement le mettre moi en exergue, c'est qu'il me semble que la question sociale a considérablement évolué et que dans le fond, il y a une grande question qui est posée d'une manière générale, c'est celle de la précarité des emplois et de l'accès à l'emploi et de l'égalité d'accès dans ces emplois. Et que dans cette vaste question de la précarité, de la flexibilité, eh bien évidemment, les femmes redeviennent ou continuent d'être un petit peu de la chair à canon de la flexibilité et de la précarité. Et c'est vrai que lorsque l'on parle du temps partiel non choisi, le législateur, lorsqu'il a
rédigé les lois, lorsque le gouvernement a édicté les décrets d'application, n'a pas dit les emplois à temps partiel, entre guillemets, non choisis, sont réservés aux femmes. Il a dit tout le contraire. Mais il se trouve que ce sont dans les emplois dits subalternes, ce sont dans les emplois dans lesquels, effectivement, il est dans un couple, lorsqu'il y a un choix familial entre qui peut accepter un emploi à temps partiel, qui va s'y précipiter et qui, au contraire, va essayer d'attendre un emploi à durée indéterminée et à temps complet, ben, le choix il se fait à l'intérieur de la cellule familiale. Et effectivement, c'est là une des conséquences d'un système de précarisation de masse du droit, enfin non pas du droit du travail, mais des conditions d'accès au travail. Et je crois qu'il faut replacer la question, toutes les questions que vous avez posées, que je ne dénie évidemment pas, mais il faut aussi les replacer dans cette évolution de la question sociale. Je crois qu'un des leviers pour régler les questions que vous avez très brillamment posées, qui se posent depuis longtemps, je le redis, c'est aussi d'aborder les questions de l'organisation du travail. Alors, moi, je suis plutôt, pour terminer après ces constats, sur comment faire pour changer, quels sont les remèdes. Bon, les stéréotypes, on l'a vu, relèvent probablement de beaucoup de représentations. Personne n'a dit que le stéréotype de la femme policier ou policière dans les films qui nous viennent des États-Unis et qui représentent près de 70% de ce qui est diffusé sur les chaînes de grande écoute, les stéréotypes de cette femme violente, même lorsqu'elle est plus douce que les hommes, agressive, qui dégaine l'arme très facilement, qui pénalise la représentation globale que l'on se fait du rôle des hommes et des femmes dans une société. Or, ça représente encore une fois 70% des feuilletons que vous ne regardez pas, ou que vous regardez, que vos enfants peut-être ne regardent pas, mais sans doute regardent quand même, ne serait-ce que quand vous n'êtes pas là. Et ça, il y a là l'aspect culturel qui doit être, à mon avis, abordé par un certain nombre de, je ne dis pas de réglementation, mais en tout cas de régulation. Alors sur les remèdes, c'est ça qui est important. Je pense que vous avez évoqué l'école, je ne reviendrai pas dessus, je crois que c'est extrêmement important. Moi je dirais qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un système de sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie qui concernera les hommes et les femmes et qui permettra de régler un certain nombre des questions que vous avez posées qui, sans cela, se posent dans le dialogue ou l'absence du dialogue du contrat de travail et de la gestion collective du droit du travail dans l'entreprise. Je pense que si on arrive à permettre que des parcours tout au long de la vie puissent être fléchés avec toujours l'idée que l'on peut et que l'on doit revenir au travail dans la même situation que celle dans laquelle on a dû l'abandonner parce qu'on a été privé d'emploi ou parce qu'on a choisi d'élever ses enfants ou de leur donner naissance tout simplement. Je pense que dans cette idée de la sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, il y a des voies qui permettront de mettre en place des systèmes de lutte contre les discriminations ou plus précisément d'égalité de manière plus active. Et puis il y a l'organisation du travail dans l'entreprise, vous l'avez longuement développé, j'y crois beaucoup. Et pour terminer, je voudrais évoquer une approche que nous avons eue à Château-Thierry avec la Convention territoriale pour l'égalité des chances, où on s'est dit, dans le fond, toutes ces questions de discrimination, alors, il n'échappe à personne que l'égalité des chances, c'est un oxymore, parce qu'effectivement, c'est tellement paradoxal et tellement contradictoire que normalement, on ne pourrait pas les accoler, mais finalement, on l'a fait un petit peu exprès. La Convention territoriale, c'est l'idée que les discriminations implicites ou explicites, stéréotypées ou non, elles le sont souvent. Lorsqu'elles sont explicites, elles relèvent effectivement de la loi pénale et elles ne s'expriment jamais de cette manière-là ou très rarement. En tout cas, les études et les résultats de la HALD et des tribunaux correctionnels en attestent. Mais en tout cas, elles sont souvent implicites, elles relèvent souvent des stéréotypes, pas simplement à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des travailleurs
et des jeunes qui habitent certains quartiers, qui ont un nom étranger ou qui ont un nom d'une autre consonance. Ces discriminations, elles sont aggravées lorsqu'il s'agit de jeunes femmes, la plupart du temps. Encore qu'il y a une étude qui... Oui, enfin, encore qu'il faudrait peut-être y voir d'un peu plus près ce point de vue-là, parce que les résultats scolaires et universitaires que les filles ont plaident souvent pour qu'elles soient mieux intégrées à un certain niveau dans le monde du travail que les garçons, de même, je dis origine entre guillemets, parce que je vais être très prudent sur le maniement de ce genre d'expression, mais vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Et donc, on a avec la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, avec la mission locale, la NPE, la préfecture, la sous-préfecture. C'est vrai qu'on n'a pas appelé l'éducation nationale dans ce concert de travail, puisque nous étions plutôt dans une démarche initiée par le ministère de l'égalité des chances, ministre auprès du Premier ministre. Et on a rédigé une charte territoriale pour l'égalité des chances parce que ça nous a semblé être un moyen de mettre en mouvement la société, parce que dans le fond, c'est ce que je retiens de ce que vous nous avez dit. Dans le droit, les discriminations n'existent pas, au contraire. Elles sont pénalisées. Dans les réalités, c'est tout le contraire. Dans l'éducation, il y a des stéréotypes, mais dans le fond, on a le niveau général s'élève suffisamment pour qu'on puisse intervenir, même si c'est difficile, dans l'éducation en général, y compris celle que donnent les parents, pour lutter contre ces stéréotypes. Et pourtant, le constat que vous faites, je crois que c'était à peu près le même qu'il y a 25 ans. Et ceux qui étaient faits il y a 25 ans étaient un peu les mêmes que ceux de 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant, même si les chiffres, qui souvent subissent des montées, des descentes, enfin des courbes comme ça, plus ou moins, comment dire, plus ou moins linéaires, montrent qu'il y a des avancées et des reculs. Mais globalement, alors je crois que la clé de tout cela, c'est d'arriver à mettre en place véritablement un mouvement de société sur ces questions-là. Et on a besoin bien sûr de tous s'y mettre, et je crois qu'on a besoin aussi de cette démocratie locale que nous essayons, nous, d'exprimer dans nos attentes, dans nos écoutes, dans nos interventions, dans nos appréhensions. Nous sommes aujourd'hui convaincus que, moins que de culpabiliser ou de désigner des boucs émissaires, il faut prendre les gens là où ils sont pour les emmener un petit peu plus loin. Et la démocratie locale, notamment, cette démocratie qu'on essaye d'une certaine manière de vivre là aujourd'hui comme un exemple particulier, ça doit être aussi tout au long d'une vie scolaire ou d'une vie d'une année, tout au long des événements. Et je pense qu'il y a une approche que je revendique en tout cas pour ma part, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là, nous, élus locaux, simplement pour gérer, nous sommes là aussi pour faire avancer la société. Et je crois que dans cette mise en mouvement de la société, nous emportons, nous devons emporter une part de responsabilité, et en tout cas une part de désir et de détermination. Voilà ce que je voulais dire simplement, non pas pour conclure, mais pour apporter ma pierre.